Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire la suite des aventures de Pinocchio. Installez-vous confortablement et commençons sans plus attendre. Alors, souvenons-nous, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés avec Pinocchio, qui s'est endormi les pieds sur le réchaud. Il se réveille le lendemain matin, les pieds complètement brûlés. Et Geppetto, de retour à la maison, donne à Pinocchio le déjeuner qu'il avait apporté pour lui-même. Voilà, c'est parti pour la suite. Le pantin, dès qu'il eut apaisé sa faim, commença de se plaindre et de pleurer parce qu'il voulait une paire de pieds neufs. Mais pour le punir de ses méchancetés, Geppetto le laissa pleurer et se désespérer pendant une demi-journée. Il lui dit alors: Pourquoi te refaire des pieds? Peut-être pour te voir t'enfuir encore de la maison. Je vous promets, dit en sanglotant Pinocchio, qu'à partir d'aujourd'hui, je serai sage. Tous les enfants, répliqua Geppetto, en disent autant lorsqu'ils veulent obtenir quelque chose. Je vous promets d'aller à l'école, j'étudierai et je serai un élève modèle. Tous les enfants, lorsqu'ils veulent obtenir quelque chose, racontent la même histoire. Mais je ne suis pas comme les autres enfants, je suis meilleur que tous les autres et je dis toujours la vérité. Je vous promets, papa, d'apprendre un métier. Je serai la consolation et le soutien de votre vieillesse. Geppetto essayait bien de faire le tyran, mais il avait malgré tout les yeux pleins de larmes et le cœur plein de compassion à voir le pauvre Pinocchio dans cet état lamentable. Il ne répondit rien aux protestations du pantin et se contenta de prendre ses outils et de morceaux de bois sec. Puis il se mit de tout son cœur à l'ouvrage. En moins d'une heure, les pieds étaient terminés. Deux petits pieds sveltes, secs et nerveux, admirablement modelés, comme par un artiste de génie. Alors Geppetto dit au pantin: Ferme les yeux et dors. Et Pinocchio, fermant les yeux, feignit de dormir. Pendant que Pinocchio feignait de dormir, Geppetto, avec un peu de colle délayée dans une coquille d'œuf, appliqua les deux pieds à leurs places respectives. Il les appliqua si bien qu'il était impossible de distinguer l'endroit des jointures. À peine le pantin se fut-il avisé qu'il avait des pieds, qu'il sauta de la table où il était étendu et commença à faire des gambades et des cabrioles comme s'il était soudain devenu fou de joie. Pour vous récompenser de ce que vous avez fait pour moi, dit Pinocchio à son papa, je vais immédiatement aller à l'école. Tu es un bon enfant. Mais pour aller à l'école, il me faut des vêtements. Geppetto, qui était pauvre et n'avait pas un centime dans sa bourse, lui fit alors un petit habit en papier à fleurs, une paire de souliers en écorce et une calotte en mie de pain. Pinocchio courut sur le champ se regarder dans une cuvette pleine d'eau et fut si fier de lui qu'il déclara en se pavanant: J'ai vraiment l'air d'un seigneur. Tout à fait, acquiesça Geppetto. Car, retiens-le, ce n'est pas le bel habit qui fait le seigneur, mais l'habit propre. Mais, ajouta Pinocchio, pour aller à l'école, il me manque encore quelque chose. Il me manque le plus important. C'est-à-dire,
Il me manque l'alphabet. Tu as raison, mais comment nous le procurer? C'est très facile, on va chez un libraire et on l'achète. Et de l'argent pour l'acheter? Je n'en ai pas. Ni moi non plus, ajouta le bon vieux, tout triste. Et Pinocchio lui-même, bien qu'il fût d'un naturel très gai, devint triste à son tour, car tout le monde, même les enfants, comprend la misère lorsqu'elle est vraiment la misère. Patience, s'écria soudain Geppetto en se redressant vivement. Il endossa son vieux paletot de futaine tout reprisé et rapiécé, puis il sortit de la maison en courant. Peu de temps après, il revint, et quand il revint, il tenait à la main un alphabet pour son fils. Mais il n'avait plus de paletot. Le pauvre vieux était en manche de chemise, et dehors il neigeait. Et votre paletot, papa? Je l'ai vendu. Pourquoi l'avez-vous vendu? Parce qu'il me tenait trop chaud. Pinocchio comprit très bien ce que contenait cette réponse, et ne pouvant réfréner l'impulsion de son bon cœur, il sauta au cou de Geppetto et se mit à l'embrasser. Lorsque la neige eut cessé, Pinocchio, son alphabet sous le bras, prit le chemin de l'école. En route surgirent de son cerveau quantité de raisonnements et de rêves magnifiques. Se parlant à soi-même, il disait: Aujourd'hui, à l'école, je vais bien vite apprendre à lire. Demain, j'apprendrai à écrire et après-demain à compter. Et puis, grâce à mon habileté, je gagnerai beaucoup d'argent. Et avec mon argent, je pourrai acheter bientôt un beau paletot de drap pour mon papa. Que dis-je? Un paletot de drap? Non, je veux lui faire un paletot d'or et d'argent avec des boutons en diamant. Ce pauvre homme le mérite bien, car en somme, c'est pour m'acheter des livres et me faire instruire que le voilà en manche de chemise par un froid pareil. Il n'y a que les papas qui soient capables de pareils sacrifices. Et tandis que tout ému, il parlait ainsi, il crut entendre au loin une musique avec des fifres et de la grosse caisse. Pi, 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 boum, boum, boum. Il s'arrêta pour écouter. Ces sons venaient du bout d'une très longue rue transversale qui conduisait à un petit pays situé tout au bord de la mer. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Il est bien malheureux que je sois obligé d'aller à l'école. Sans cela, il resta là tout perplexe. À tout prix, il fallait prendre une résolution. Ou aller à l'école, ou bien écouter des fifres. Aujourd'hui, j'irai entendre la musique, et demain j'irai à l'école, conclut ce petit fripon en haussant les épaules avec détachement. Là-dessus, il enfila à toutes jambes la rue transversale. Plus il courait, plus il entendait distinctement le son des fifres et le grondement de la grosse caisse. Pi, 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 boum, 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 boum. Il se trouva bientôt au milieu d'une place couverte de gens qui se pressaient autour d'une grande baraque en planches tapissées de toiles multicolores. Qu'y a-t-il dans cette baraque? Demanda-t-il en se retournant à un petit garçon qui était du pays. Lis l'affiche et tu le sauras. Je la lirai volontiers, mais aujourd'hui, je ne sais justement pas lire. Ignorant, eh bien, c'est moi qui vais la lire.
Sur cette affiche, il y a écrit en lettres rouges comme du feu: Grand théâtre des marionnettes. Y a-t-il longtemps que la comédie est commencée? Elle commence à l'instant. Combien faut-il payer pour entrer? 4 sous. Pinocchio, qui était pincé par la fièvre de la curiosité, perdit sur le coup toute retenue et sans avoir honte. Veux-tu, dit-il, me prêter 4 sous jusqu'à demain? Je te les donnerai volontiers, répondit l'autre en badinant, mais aujourd'hui, je ne les ai justement pas. Pour 4 sous, je te vends mon habit, lui proposa le pantin. Que veux-tu que je fasse d'un habit en papier peint? S'il pleut dessous, l'eau vous arrive jusqu'aux os. Veux-tu m'acheter mes souliers? Ils sont tout juste bons pour faire le feu. Combien me donnes-tu de mon chapeau? Belle acquisition, vraiment, un bonnet de mi-pain, pour que les souris viennent me le manger sur la tête. Pinocchio était sur les épines. Il ne lui restait plus qu'une proposition à faire, mais il n'en avait pas le courage. Il hésitait, il souffrait. Finalement, il dit: Veux-tu me donner 4 sous de cet alphabet tout neuf? Je suis un enfant, et je n'achète rien aux enfants, lui répondit son petit interlocuteur, qui avait plus de jugement que lui. Pour 4 sous, c'est moi qui prends l'alphabet, cria un revendeur qui avait suivi la conversation. Le marché fut conclu. Et dire que ce pauvre Geppetto était resté à la maison à trembler de froid, en manche de chemise, pour avoir acheté cet alphabet à son fils. Quand Pinocchio entra dans le théâtre des marionnettes, il se produisit un commencement de révolution. Le rideau était levé et la pièce déjà commencée. Sur la scène, Arlequin et Polichinelle étaient en train de se quereller. Selon leur habitude, ils se menaçaient mutuellement d'une rosée de soufflets et de coups de bâton. Le parterre attentif riait à perdre haleine en écoutant les deux pantins aux prises de bec qui gesticulaient et échangeaient leurs injures avec un tel accent de vérité que l'on aurait cru entendre deux êtres raisonnables et bien vivants. C'est à ce moment que, à l'improviste, Arlequin, abandonnant son récit et faisant face au public, montra du doigt un spectateur assis au fond du parterre. Dieu du ciel, s'exclama-t-il, est-ce que je dors ou suis-je réveillé? C'est bien Pinocchio que j'aperçois là-bas. C'est bien Pinocchio, affirma Polichinelle. C'est bien lui, cria Madame Colombine en glissant un coup d'œil au fond de la salle. C'est Pinocchio, vociférèrent en chœur tous les pantins en s'élançant hors des coulisses. C'est Pinocchio, c'est notre frère Pinocchio, vive Pinocchio. Pinocchio, viens jusqu'à moi, invita Arlequin. Viens te jeter dans les bras de tes frères de bois. À cette affectueuse invitation, Pinocchio ne fit qu'un saut, et du fond du parterre, il parvint aux places réservées, monta sur la tête du chef d'orchestre, et de là surgit sur la scène. Il est impossible d'imaginer les embrassements, les étreintes
les démonstrations d'amitié, les protestations fraternelles que reçut Pinocchio de la petite troupe qui échangea 1000 ourillons pour arriver jusqu'à lui. Vraiment, le spectacle était émouvant. Mais le public du parterre, constatant que la pièce ne continuait plus, s'impatienta. On se mit à crier. C'est la pièce qu'il nous faut, c'est la pièce qu'il nous faut. Bientôt le tumulte augmenta, car les marionnettes, au lieu de continuer la comédie, redoublaient leurs cris et leurs tapages. Elles jugèrent Pinocchio sur leurs épaules et le portèrent en triomphe. C'est alors que survint le directeur du théâtre. C'était un gros homme si laid qu'on avait peur en le voyant. Il avait une vilaine barbe, noire comme de l'encre, et si longue qu'elle touchait à terre et qu'il la foulait aux pieds en marchant. Sa bouche était large comme un four, ses yeux paraissaient 2 lanternes de verre rouge avec de la lumière dedans. Il tenait à la main un énorme fouet fait de peau de serpent et de queue de loup entortillées ensemble. À l'apparition inattendue du directeur des marionnettes, toute la troupe fut frappée de mutisme. Nul ne dit mot. On aurait entendu une mouche voler. Ces pauvres pantins, hommes et femmes, tremblaient comme des feuilles. Pourquoi es-tu venu mettre le trouble dans mon théâtre? Demanda le patron à Pinocchio avec la voix d'un ogre enrhumé du cerveau. Croyez bien, très illustre Seigneur, que la faute n'est pas à moi. Suffit, ce soir, nous réglerons nos comptes. Or, lorsque la séance fut terminée, le patron se rendit à la cuisine où l'on préparait, pour le dîner, un beau mouton qui tournait lentement sur la broche. Comme il manquait du bois pour finir de faire cuire l'animal et le risoler, Mancheveux appela Arlequin et Polichinelle et leur dit: Apportez-moi ici le pantin que j'ai accroché à un clou. Il me paraît être fait de bois très sec. Je suis sûr qu'en le mettant dans le feu, j'obtiendrai une belle flambée pour mon rôti. Arlequin et Polichinelle hésitèrent tout d'abord, mais effrayés par le regard farouche de leur patron, ils obéirent. Peu après, ils revinrent à la cuisine en portant sous leurs bras le pauvre Pinocchio, qui se tortillant comme une anguille hors de l'eau, criait désespérément: Papa, mon bon papa, sauvez-moi, je ne veux pas mourir, non, je ne veux pas mourir. Le patron Mancheveux avait un aspect épouvantable, surtout avec cette vilaine barbe noire qui, à la façon d'un tablier, lui couvrait la poitrine et les jambes. Mais au fond, ce n'était pas un méchant homme. La preuve en est qu'en voyant le pauvre Pinocchio se débattre en toussant s'écrier: Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Il ne fut pas long à s'émouvoir et à avoir pitié de lui. Après avoir résisté un bon moment, il n'y tint plus et éternua violemment. À cet éternuement, Arlequin, qui jusqu'alors était resté affligé et replié sur lui-même comme un saule pleureur, redevint joyeux et s'inclinant vers Pinocchio, lui murmura à l'oreille: C'est bon signe, mon frère. Le patron a éternué. Cela veut dire qu'il est ému, qu'il a pitié de toi. Te voilà sauvé. Il est bon de savoir que tandis que la généralité des hommes pleurent ou feignent d'essuyer leurs yeux lorsqu'ils sont émus, Mancheveux avait au contraire le défaut d'éternuer chaque fois qu'il s'attendrissait.
C'était un moyen comme un autre de faire connaître à son entourage la sensibilité de son cœur. Après avoir éternué, l'impresario, continuant à faire le bourru, cria à Pinocchio. As-tu fini de pleurer? Tes gémissements m'ont donné des crampes d'estomac. Je sens des tiraillements qui... Hatchi! Hatchi! Et il éternua 2 fois encore. Dieu vous bénisse, dit Pinocchio. Merci. Ton papa et ta maman vivent-ils toujours? Demanda Mancheveux. Mon papa, oui. Je n'ai jamais connu ma maman. Quel malheur ce serait pour ton père si je te faisais jeter dans des charbons ardents. J'ai pitié de lui. Hatch! 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 Et il éternua 3 fois encore. Dieu vous bénisse, dit Pinocchio. Merci. Du reste, il faut avoir pitié de moi, toi aussi. Comme tu vois, je n'ai plus de bois pour finir de rôtir mon mouton. Et toi, avoue-le, tu aurais bien fait mon affaire. Mais maintenant que je me suis apitoyé sur ton sort, je te fais grâce. Au lieu de toi, je ferai brûler quelques pantins de ma troupe. Ohé, gendarme! À cet appel apparurent sur le champ 2 gendarmes de bois, longs, secs, avec le chapeau à cocarde sur la tête et le sabre à la main. Mancheveux leur dit de sa voix enrouée. Attrapez-moi cet arlequin, attachez-le bien et jetez-le dans le feu. Je veux que mon mouton soit bien rôti. Représentez-vous le pauvre arlequin. Il fut si épouvanté que les jambes lui manquèrent et qu'il tomba à plat ventre sur le sol. À ce spectacle, Pinocchio se jeta aux pieds de l'impresario et pleurant à gros sanglots, baignant de ses larmes les poils de la longue barbe, il commença à implorer de sa voix suppliante. Pitié, monsieur Mancheveux. Il n'y a pas de monsieur ici, répliqua durement Mancheveux. Pitié, monsieur le chevalier. Il n'y a pas de chevalier ici. Pitié, monsieur le commandeur. Il n'y a pas de commandeur. Pitié, Excellence. À s'entendre appeler Excellence, l'impresario ouvrit la bouche toute grande et sur le champ devint plus humain et plus accueillant. Il dit à Pinocchio. Eh bien, que veux-tu de moi? Je vous demande grâce pour le pauvre arlequin. Pour cela, il n'y a pas de grâce qui tienne. Puisque je t'ai épargné, il faut que je le mette dans le feu, car je veux que mon mouton soit bien rôti. Dans ce cas, cria fièrement Pinocchio en se redressant et en jetant à terre son béret de mie de pain. Dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire. En avant, messieurs les gendarmes, attachez-moi et jetez-moi dans les flammes. Non, il n'est pas juste que le pauvre arlequin, mon loyal ami, meure pour moi. Ces paroles, prononcées d'une voix forte et avec un accent héroïque, firent pleurer tous les pantins présents à cette scène. Les gendarmes eux-mêmes, qui étaient de bois, pleuraient comme 2 agneaux de lait. Mancheveux, tout d'abord, resta dur et froid comme un bloc de glace. Mais ensuite, lentement, il s'émut à son tour
et commença à éternuer. Il éternua 4 ou 5 fois, puis il ouvrit affectueusement les bras et dit à Pinocchio: Tu es un brave garçon, viens donc ici et embrasse-moi. Pinocchio, se précipitant, grimpa comme un écureuil le long de la barbe de l'impresario et s'en vint lui déposer un bon baiser sur la pointe du nez. Donc, on me fait grâce, demanda le pauvre arlequin avec un filet de voix à peine perceptible. Je te fais grâce, répondit Manchefeu. Puis il ajouta, en soupirant et en secouant la tête: Patience. Pour ce soir, je me résignerai à manger mon mouton à moitié cuit. Mais une autre fois, gare à qui me tombera sous la main. À la nouvelle de la grâce obtenue, toutes les marionnettes s'élancèrent sur la scène. Elles allumèrent les quinquets et les lampes comme pour une soirée de gala et commencèrent à sauter et à danser. Lorsque le jour parut, elles dansaient encore. Le lendemain, Manchefeu fit appeler Pinocchio et lui demanda: Comment se nomme ton père? Geppetto. Quel métier fait-il? Il fait le pauvre. Gagne-t-il beaucoup d'argent? Il gagne tout ce qu'il faut pour n'avoir jamais un centime dans sa poche. Quand on pense que, pour m'acheter un alphabet, il a dû vendre l'unique paletot qu'il avait sur le dos, un vieux paletot tout rapiécé, tout raccommodé. Ce fut une calamité. Pauvre diable, il me fait presque pitié. Tiens, prends ces 5 écus d'or, va vite les lui porter et salue-le de ma part. Naturellement, Pinocchio remercia chaudement Manchefeu. Il embrassa, l'une après l'autre, toutes les marionnettes de la troupe, même les gendarmes. Puis, ne se tenant plus de joie, il se mit en route pour rentrer à la maison. Il n'avait pas fait 500 mètres qu'il rencontra dans la rue un renard boiteux et un chat aveugle, qui s'en allaient clopin-clopant, s'aidant l'un l'autre en bons compagnons de malheur. Le renard marchait en s'appuyant sur le chat, et le chat se laissait guider par le renard. « Bonjour, Pinocchio, » dit le renard en saluant gracieusement. « Comment sais-tu mon nom? » demanda le pantin. « Je connais très bien ton père. »« Où l'as-tu vu? » ?»« Je l'ai vu hier soir sur le seuil de sa maison. »« Et que faisait-il? » ?»« Il était en manche de chemise et il grelottait. »« Pauvre papa, grâce à Dieu, à partir d'aujourd'hui, il ne grelottera plus. »« Pourquoi? » ?»« Parce que je suis devenu un grand seigneur. »« Toi, un grand seigneur !» s'exclama le renard, qui se mit à rire d'un rire vulgaire et railleur. Le chat riait aussi, mais pour ne rien laisser paraître, il lissait sa moustache avec ses pattes de devant. « Il n'y a pas de quoi rire !» s'écria Pinocchio irrité. Quoique je n'ai pas envie de vous mettre la salive à la bouche, je puis pourtant vous dire que je possède 5 beaux écus d'or. Et il sortit les pièces d'or que Manchefeu lui avait données. Au doux son de l'or, le renard allongea involontairement celle de ses jambes qui semblaient raidies. Le chat ouvrit tout grand ses yeux,
qui ressemblaient soudain à deux lanternes vertes. Mais il les referma aussitôt, si bien que Pinocchio ne s'aperçut de rien. Et maintenant, interrogea le renard, que vas-tu faire de cet or? Avant tout, répondit Pinocchio, je veux acheter pour mon papa un beau paletot neuf, tout en or et en argent, avec des boutons de diamant. J'achèterai ensuite un alphabet pour moi. Pour toi, assurément, car je veux aller à l'école et travailler sérieusement. Dieu t'en garde, dit le renard, c'est pour avoir eu la sotte passion de l'étude que j'ai perdu une jambe. Dieu t'en garde, dit le chat, c'est pour avoir eu la sotte passion de l'étude que j'ai perdu la vue de mes deux yeux. Au même instant, un merle blanc qui se tenait perché sur la haie voisine fit entendre son sifflement habituel et dit: Pinocchio, n'écoute pas les conseils de la mauvaise compagnie, sinon tu t'en repentiras. Pauvre merle, dit Pinocchio en s'adressant au chat, pourquoi l'as-tu si maltraité? Pour lui donner une leçon. Aussi, une autre fois, il apprendra à ne pas se mêler des affaires des autres. Ils étaient arrivés à moitié chemin, quand le renard, s'arrêtant soudain, dit à Pinocchio: Veux-tu doubler ta fortune? Qu'est-ce à dire? Veux-tu, de 5 misérables écus, en faire 100, 1000, 2000? Plaise à Dieu, mais comment? Le moyen est bien simple. Au lieu de retourner chez toi, viens avec nous. Et où me conduirez-vous? Au pays des nigauds. Pinocchio réfléchit un instant, puis résolument il dit: Non, je ne veux pas y aller. Maintenant, je suis tout près de chez moi. Je veux rentrer à la maison où m'attend papa. Dieu sait combien le pauvre vieux a dû avoir le chagrin hier en ne me voyant pas revenir. Jusqu'ici, j'ai été un mauvais fils. Le grillon parlant avait bien raison lorsqu'il me disait: Les enfants désobéissants ne peuvent pas avoir de bonheur en ce monde. Je l'ai éprouvé à mes dépens, car il m'est arrivé beaucoup de malheur. Hier soir encore, dans la maison de Mancheveux, j'ai couru un grand péril. Prrr, j'en frémis rien que d'y penser. Donc, dit le renard, tu veux absolument rentrer chez toi. Alors va-t'en, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, répéta le chat. Réfléchis bien, Pinocchio, c'est la fortune que tu repousses. C'est la fortune, répéta le chat. Tes 5 écus deviendraient 2000 écus d'aujourd'hui à demain. 2000 écus, répéta le chat. Mais comment pourrait-il augmenter si vite? Demanda Pinocchio, la bouche ouverte de stupéfaction. Je vais tout de suite te l'expliquer, dit le renard. Sache bien qu'il existe, au pays des nigauds, un champ sacré que l'on appelle le champ des miracles. Tu fais dans ce champ un petit trou, et tu mets dans ce trou un écu d'or, par exemple. Puis tu recouvres le trou avec un peu de terre. Tu arroses la terre avec 2 seaux d'eau de fontaine. Tu jettes dessus une pincée de sel, et le soir, tu vas tranquillement te mettre au lit. Pendant la nuit, l'écu germe et fleurit, et le lendemain matin, à ton lever, tu retournes au champ des miracles. Qu'y trouves-tu? Tu trouves un bel arbre chargé d'autant d'écus
toujours un peu ahuri. Si j'enterrais dans ce champ mes 5 écus d'or, combien en trouverais-je demain matin? C'est un calcul facile à faire, dit le renard. Suppose que chaque écu te donne une grappe de 500 écus. Multiplie 500 par 5 et le lendemain matin, tu te trouveras possesseur de 2500 écus, flambant et sonnant. Oh, quel miracle! S'écria Pinocchio en sautant de joie. Dès que j'aurai recueilli ces écus, j'en prendrai 2000 pour moi, et je vous ferai cadeau à vous deux des 500 autres. Un cadeau à nous, s'exclama le renard avec dédain et comme offensé. Dieu t'en garde. Dieu t'en garde, répéta le chat. Nous, reprit le renard, nous ne travaillons pas par vil intérêt, nous travaillons pour enrichir les autres. Les autres, répéta le chat. Quels braves gens, pensa en lui-même Pinocchio. Et oubliant subitement son père, le paletot neuf, l'alphabet et toutes les bonnes résolutions qu'il avait prises, il dit au renard et au chat. Partons, je vais avec vous. Ils marchèrent longtemps, longtemps, longtemps. Enfin, sur le soir, ils arrivèrent, morts de fatigue, à l'auberge de l'écrevisse rouge. Arrêtons-nous ici quelques instants, dit le renard. Nous avons besoin de manger une bouchée et de nous reposer un peu. À minuit, nous repartirons pour arriver à l'aube au champ des miracles. Dès qu'ils furent entrés dans l'auberge, ils s'installèrent tous les trois à une table. Aucun d'eux n'avait d'appétit. Le pauvre chat, qui souffrait beaucoup de l'estomac, ne put manger que 35 rougets à la sauce tomate et 4 portions de tripes au fromage. Et comme les tripes ne lui semblaient pas assez bien assaisonnées, il réclama par 3 fois le beurre et le fromage râpé. Le renard aurait volontiers avalé quelque chose, mais le médecin lui avait prescrit un régime très sévère. Aussi dut-il se contenter d'un simple lièvre escorté de poularde grasse et de poulet de grain. Après le lièvre, il se fit servir, pour varier les saveurs, une fricassée de perdrix, des tourneaux, de lapins, de grenouilles, de lézards aux pommes et aux raisins. Après cela, il ne voulut plus rien. Il avait, disait-il, tant de répulsion pour la nourriture qu'il ne pouvait rien avaler. C'est assurément Pinocchio qui mangea le moins. Il demanda quelques noix, un petit morceau de pain et laissa le tout dans son assiette. La pensée du pauvre enfant ne quittait pas le champ des miracles, et il ne rêvait que d'écus d'or. Quand ils eurent dîné, le renard dit à l'aubergiste. Donnez-nous 2 bonnes chambres, une pour le seigneur Pinocchio et une autre pour mon camarade et moi. Avant de repartir, nous allons faire une somme. Rappelez-vous cependant qu'à minuit, nous voulons être réveillés afin de continuer notre route. Oui, monsieur, répondit l'aubergiste, en clignant de l'œil vers le chat et le renard, pour leur faire comprendre qu'il était d'accord avec eux. À peine Pinocchio fut-il couché qu'il s'endormit et commença à rêver. Il croyait être au milieu d'un champ couvert d'arbres chargés de grappes gonflées d'écus d'or, lesquels se balançaient au souffle du vent et faisaient zin, 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 comme pour dire « Qui en veut n'a qu'à en prendre ». Mais au moment où Pinocchio allongea le bras pour prendre une poignée de
cette belle monnaie et l'empocher. Il fut réveillé soudain par 3 coups très violents, frappés à la porte de sa chambre. C'était l'aubergiste qui venait l'avertir qu'il était minuit. Mes compagnons sont-ils prêts? Demanda Pinocchio. Bien mieux, voilà 2 heures qu'ils sont partis. Pourquoi sont-ils tant pressés? Parce que le chat a reçu un message l'avisant que son fils aîné, qui avait pris froid aux pieds, était en danger de mort. Ont-ils payé le dîner? Comment? Ce sont des gens trop bien élevés pour faire un pareil affront à votre seigneurie. Diable, cet affront m'aurait fait grand plaisir, dit Pinocchio en se grattant la tête. Puis il demanda: où m'ont-ils donné rendez-vous? Au champ des miracles, demain matin, à la pointe du jour. Pinocchio paya un écu d'or pour son dîner et celui de ses compagnons, puis il partit. Mais on peut dire qu'il partit à tâtons, car au dehors, il faisait un brouillard si épais qu'on n'y voyait pas à 2 pas. Tout autour, dans la campagne, on n'entendait pas remuer une feuille. Seuls quelques vilains oiseaux nocturnes, en traversant la route d'une haie à l'autre, venaient battre de l'aile le nez de Pinocchio. De frayeur, le pantin se rejetait en arrière et criait: Qui va là? Et l'écho des collines voisines répétait dans le lointain: Qui va là? Qui va là? Qui va là? Tout en cheminant, il aperçut, sur le tronc d'un arbre, un petit animal dont le corps brillait d'une lumière pâle et opaque, comme une veilleuse dans une petite lampe de porcelaine transparente. Qui es-tu? Lui demanda Pinocchio. Je suis l'ombre du grillon parlant, répondit l'animal d'une voix à peine perceptible, qui semblait venir de l'autre monde. Que me veux-tu? Dit Pinocchio. Je veux te donner un conseil. Retourne bien vite en arrière et porte à ton pauvre père les 4 écus qui te restent. Il pleure et se lamente de ne plus te voir. Demain mon papa sera un grand seigneur, car ces 4 écus d'or en auront produit 2000. Ne te fie pas, mon enfant, à ceux qui te promettent de t'enrichir du matin au soir. En général, ce sont ou des fous ou des imposteurs. Écoute-moi et rentre chez toi. Eh bien, moi je veux au contraire poursuivre ma route. Il se fait tard. Je veux continuer. La nuit est obscure. Je veux continuer. La route est dangereuse. Je veux continuer. Rappelle-toi que les enfants qui n'en font qu'à leur tête s'en repentent tôt ou tard. Quelle histoire! Bonne nuit, Grillon. Bonne nuit, Pinocchio, et que le ciel te préserve du mauvais temps et des brigands. Dès qu'il eut prononcé ces dernières paroles, le grillon parlant disparut, comme s'éteint une lumière sous le souffle, et la route redevint plus obscure qu'auparavant. Voilà. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura plu et surtout détendu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. À bientôt.